Espace TV, le 22h. Bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Espace TV. Au sommaire de ce 22h, les hostilités commencent entre la CRIEF et les avocats d'anciens dignitaires du régime défunt alors que leur procès était annoncé pour ce lundi. Celui-ci a été reporté sine die. Conséquence, les avocats étaient face à la presse cet après-midi pour dénoncer la procédure telle que portée par le procureur spécial Ali Touré. Après le lancement officiel le 22 mars dernier, les travaux des Assises nationales ont effectivement démarré ce lundi pour les 5 communes de Conakry. C'est le Premier ministre Mohamed Beavogui qui a lancé les travaux qui devront permettre aux Guinéens de parler pour une réconciliation nationale. Et puis, notre angle de ce soir nous conduira à Gadakoundouol, sous-préfecture de Bouroual-Tapé, préfecture de Pita. Là, vous allez le voir, grâce à l'union des ressortissants, le village s'est doté de plusieurs infrastructures sociales de base. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Bienvenue à tous, les avocats de Kassori Fofana, Dr Mohamed Diané, Oye Gilavogui, Zakaria Koulibaly, assènent le procureur Ali Touré. Ils dénoncent une violation des droits de la défense par la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Maître Salif Biavogui, Maître Sidiki Berete, Maître Djibril Kouyaté et compagnie étaient face à la presse cet après-midi. Suivez-les au micro de Yacouba Traoré. On a un procureur spécial qui viole le droit et on a un procureur spécial qui opprime des personnes libres. Mais pourquoi il le fait? Parce que lui, procureur spécial, sait que le 6, s'il avait présenté les 4 devant un magistrat instructeur, aucun magistrat instructeur ne l'aurait suivi dans sa réquisition pour mettre sous mandat de dépôt parce que le 6, il n'y avait pas de dossier matériel. Et au jour d'aujourd'hui encore, il n'y a pas de dossier matériel. Parce qu'il s'est contenté de faire ça dès demain matin, nous mettrons en œuvre tout ce qui est possible en droit pour aller obtenir aujourd'hui l'annulation du mandat de dépôt. Mais ce n'est pas tout. Nous allons personnellement prendre à partie le procureur spécial pour justement mettre en œuvre immédiatement à son encontre une procédure de forfaiture. Poursuivis pour des crimes économiques présumés, ces anciens dignitaires du régime défunt devraient être entendus ce lundi matin dans le fond pour des faits de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite. Un des avocats que nous avons eu dans la matinée de ce lundi parle d'une certaine anticipation dans le dit dossier et souhaitait que le procès se tienne dans un bref délai. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Sengessouma. Près d'une semaine après leur incarcération à la maison centrale de Conakry, l'ancien premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana, Mohamed Diané, Oye Gilavogui et Zakaria Koulibaly devraient être présentés ce lundi 11 avril devant les juges de la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ils devraient être auditionnés dans le fond pour des faits de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, entre autres. Mais cette audition a été reportée sine die. Les dossiers politico-judiciaires, vous réglez tout sur le champ. Dès que vous donnez le temps aux magistrats, les choses changent. Ça, je connais ça. Quand vous venez dans les dossiers politico-judiciaires, tout ce que vous avez à prendre comme acquis, il faut le prendre. Et maintenant, là, dès que vous donnez le temps, vous tournez la tête, ce sont des institutions qui viennent remettre en cause même certains acquis. Un pôle d'avocats est arrivé ce dimanche à Conakry pour renforcer le dispositif de défense de l'ancien Premier ministre et ses co-accusés. Les avocats locaux constitués par les anciens membres du gouvernement dénoncent à leur tour un tâtonnement procédural de la part du parquet spécial près la CRIEF. Ils ont protesté contre le fait que le dossier de la procédure précédemment orienté en flagrant délit pour l'audience du lundi 11 avril devant la chambre de jugement ait été orienté à la chambre d'instruction. Ces personnes doivent travailler, doivent vérifier les comptes. La personne mise en cause, on doit le confondre avec les chiffres, avec les données, avec les grands chapitres. Mais on ne se réveille pas simplement, on dit bon voilà, on a appris que tu as construit une maison par là, où tu as pris l'argent. Ce n'est pas comme ça. Donc c'était un dossier dans lequel il n'y a rien. C'était leur déclaration.
Ou bien on te demande, tu connais tel? Tu dis oui, je connais, on passe. Tu ne connais pas tel? Voilà ce qui s'est passé. Donc, le procureur n'avait rien dans le dossier. À quand la tenue du procès, le pool d'avocats dit s'imprégner du fond des dossiers pour renforcer la défense. Depuis sa mise en place, la Cour de répression des infractions économiques et financières a placé sous mandat de dépôt plusieurs cadres soupçonnés de détournement de deniers publics. Dans la forme, certains estiment que ces accusés devraient plutôt être placés sous contrôle judiciaire. Mamadou Kalisso a rencontré un juriste avec plus de précision. Suivez. En matière de droit, la liberté est le principe, la détention l'exception. Mais dans un dossier aussi, lorsque le juge estime qu'en laissant en liberté un accusé, il peut perturber le déroulement de l'enquête, donc empêcher la manifestation de la vérité, il a le plein pouvoir de le placer sous mandat de dépôt, rappelle ce juriste. En ce qui concerne la CRIEF, certains estiment que les juges abusent des mandats de dépôt. Fakoly Konaté ne partage pas cet avis. Il n'y a aucun abus à la matière, c'est légal, ce que la CRIEF est en train de faire. Il n'y a aucun abus. Alors, surtout que nous sommes en matière d'infraction. Vous savez, la CRIEF, c'est la Cour de répression des infractions économiques et financières. Donc, nous sommes en matière de délits ou de crimes économiques. Alors, qui parle de délits économiques ou de crimes économiques, vous savez, nous faisons allusion automatiquement aux pièces comptables. D'accord? À l'argent. Donc, quand tel est le cas, lorsque le juge estime que la liberté de tel et tel peut lui obstruer la manifestation de la vérité, donc automatiquement, il garde la personne sous le mandat de dépôt. Et surtout que vous êtes sans savoir qu'en matière de délits économiques ou de crimes économiques, la manifestation de la preuve incombe beaucoup plus à la partie défenderesse. On est d'accord? Donc le parquet spécial accuse et il appartient à la défense de prouver le contraire de ce que le parquet est en train de l'accuser. D'autres anciens dignitaires sont également placés sous contrôle judiciaire. Selon ces juristes, pour l'heure, la Cour de répression des infractions économiques et financières fait correctement son travail et respecte les textes. Les gens doivent savoir que la CRIEF est en train de faire son travail et que tout acte posé par la CRIEF, en tout cas à l'heure où nous en sommes, est purement légal. Actuellement, plusieurs anciens dignitaires sont placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la maison centrale de Koronti. Ils ont été inculpés pour détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite, entre autres. Le Premier ministre de la Transition a présidé ce lundi le début des travaux des assises nationales des 5 communes de Conakry. C'est le gouvernorat qui en a servi de cadre et a mobilisé des délégués de Conakry et de Kassa. Il s'agit des assises qui devront permettre aux citoyens de se parler afin d'aboutir au pardon et à la réconciliation nationale. Bernard Kondouno et Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. Avec les délégués communaux des 5 communes et ceux de Kassa, les travaux des assises nationales ont été lancés ce lundi matin à Kaloum en présence des membres du gouvernement. Pour la tenue de ces assises, c'est la gouverneure de la ville qui a tout d'abord invité les membres du comité national et ceux des différentes communes à s'impliquer pour la réussite de ces assises qui sont d'une grande importance pour le peuple de Guinée. J'interpelle les membres du comité communal des assises nationales, les populations et les maires des communes de Conakry et de Kassa à s'impliquer résolument dans les travaux de cette institution à laquelle les Guinéens fondent leurs espoirs. Conformément aux attentes du président de la transition, initiateur de ces assises, le Premier ministre a donné des directives aux différents participants à ces assises. Ce qu'il nous demande, c'est de nous entendre pour construire la Guinée de demain, parce que la refondation de ce pays ne se fera par personne d'autre que par nous. Du côté du comité national des assises, Monseigneur Vincent Koulibaly et le premier imam de Conakry ont assisté au lancement de ces journées. À tour de rôle, ils ont expliqué la nécessité pour les Guinéens de se parler afin de se pardonner. Je vous supplie d'accepter pendant ce temps saint de vous asseoir en tant que maçon pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour aller sur le chemin de la construction d'une Guinée solide. Adja Maria Masso et Awa Diakité du Conseil national des assises sont désignés pour travailler auprès du comité communal des assises au gouvernorat de Conakry
conformément aux recommandations du président de la transition. Les participants à ces assises saluent l'initiative du président de la transition et se disent déjà optimistes quant à l'atteinte des objectifs visés par celle-ci. Suivez Mamadou Batos Kamara au micro de nos reporters. Je pense que cette assise doit être un enseignement à tous les Guinéens, à tous les niveaux. Depuis 1958 à nos jours, c'est la première fois que de tels chantiers s'ouvrent dans notre pays. Ça sera un chantier où chacun va étaler ses maux dont il a souffert et que les Guinéens se regardent en face, qu'on se dise des vérités, mais dont la conclusion doit être le pardon. L'espoir est très permis parce que, vu l'élan que nous sommes en train d'amorcer, et le courage aujourd'hui que chacun de nous a, j'ai forte impression que ça va aller. Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, passe de 450 à 550 000 francs guinéens, soit une augmentation de 25%. La secrétaire générale du syndicat des travailleurs domestiques Sinem Guinée ne rejette pas le montant, mais le trouve insignifiant par rapport au coût de la vie. Un vigile payé à 500 000 francs guinéens ne peut s'en sortir avec ce montant. Son témoignage a été pris par Mamadou Sadio Baldé. Nous lui attribuons le prénom d'Alfadio. Ce vigile, comme tout salarié en principe, devrait se sentir heureux de toucher son salaire à la fin du mois. Lui, par contre, ses soucis se multiplient le jour de sa paye, car ne sachant quelle dette payer. Jusque-là, il ne parle pas de la gestion du quotidien. C'est Dieu seul qui nous aide. Je touche 500 000 par mois. Mon transport, mon plan au quotidien, aider ma grand-mère ou la femme de mon frère. Mon enfant est à l'école. Il paye 200 000 la mensualité. Je ne m'en sors pas du tout. Nous voulons que les salaires soient augmentés. Rencontrer cette syndicaliste se met à la place d'un père de famille qui n'ose pratiquement pas croiser les yeux de sa femme ou ses enfants le soir. Tu travailles pendant 30 jours. Et après, on te tend 550 000. Avec tous les problèmes du monde que nous connaissons actuellement. C'est ce qui fait que certains pères de famille, ils se faufilent pour sortir, ils se faufilent pour rentrer. Et ils ne se connaissent pas beaucoup avec les enfants. Parce qu'on ne peut pas vivre dignement dans la pauvreté. Éviter qu'un employé ne se transforme en mendiant ou voleur, il serait louable d'avoir un salaire décent. Il faudrait que l'État pense à augmenter le salaire des travailleurs. Quand on est bien payé, on travaillera honnêtement et loyalement. C'est pourquoi elle interpelle les entreprises à bien payer leurs employés pour s'attendre à un résultat conséquent. Et on doit payer la location de la maison, on doit payer l'électricité, on doit manger. Un père qui se faufile ou qui simule un problème à la maison n'est pas un chef de famille heureux, conclut-elle. C'est justement face à tous ces soucis que les syndicats de l'éducation, notamment la FSPE, le SLEG et le SNE, ne lâchent pas prise et maintiennent le mot d'ordre de préavis de grève déposé le 7 avril dernier. Ils ne se reconnaissent pas dans le protocole d'accord signé entre les centrales syndicales et le gouvernement qui, selon eux, ne militent que pour leur intérêt. Ils se sont exprimés ce lundi au micro de Gina Bangoura et Aboubakar Keke Bangoura. Une nouvelle crise guette l'éducation guinéenne. À peine, le protocole d'accord signé entre les centrales syndicales et le gouvernement qui a abouti à la hausse du SMIC, des plateformes syndicales élèvent le ton et ne s'y reconnaissent pas. Selon ces syndicalistes, ces centrales syndicales parties prenantes ont plutôt priorisé le dégel de leurs subventions de 3 milliards par an à la place de l'amélioration de conditions de vie des enseignants. 2021, 2022, 3 milliards, c'est 15 milliards. C'est ce qu'ils amadouaient le gouvernement afin que ces montants-là soient à leur disposition. À cette date, ils ont déjà bénéficié des 500 millions. Tant que ces centrales-là sont là-bas, ces éléments-là sont là-bas, je vous le jure, le travailleur guinéen ne connaîtra jamais le bonheur. Il revendique l'augmentation du SMIC à 1 500 000 francs guinéens, l'intégration des contractuels à la fonction publique, le paiement des primes d'incitation,
de logement, entre autres. Il y a des enseignants, les 2 ans, ils n'ont pas bénéficié des primes, alors que ces montants-là ont été débloqués. Où est partie cette somme? On n'est pas contre l'organisation du concours. Ces contracteurs sont au nombre de 10 300 et quelques. Alors que le ministère de tutelle annonce qu'il y a 25 000. Il n'y a pas 25 000, c'est des fictifs. Le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation interpelle le président de la transition. Ils ont fait croire au Premier ministre, au chef de l'État, que vraiment c'est fini, le problème est réglé. Et nous regrettons, n'est-ce pas, du fait que le ministre de la fonction publique n'écoute pas son homologue de l'éducation. 52 000 enseignants attendent un résultat concluant dans cette affaire. Après 10 jours, si rien n'est fait, un avis de grève sera lancé sur toute l'étendue du territoire national. Des menaces qui interviennent alors que les examens nationaux approchent à grands pas. Les universités publiques et privées de Guinée ont désormais des bus universitaires. Ils sont déjà opérationnels. Pour rappel, des étudiants de plusieurs universités sont allés en grève il y a quelques mois. Ils réclamaient alors de meilleures conditions d'études, dont la mise à disposition de bus pour réduire le coût du transport. Le président du CNRD s'était alors engagé à répondre aux besoins des étudiants grévistes. Et la circulation des bus a effectivement démarré ce lundi pour le bonheur des étudiants. Marissa Kamara, Alseni Kamara pour le reportage. Après tout, il y a des pessimistes qui ne croient qu'à ce qu'ils ont vu. C'est le cas de cet étudiant. Son inquiétude, c'est le découpage des tronçons. Car officiellement, tout le trajet coûte 3 500 francs guinéens, pas plus. Les personnes pour lesquelles on a réclamé ces bus-là, c'est ceux qui quittent de Koya jusqu'à Gamal, ou bien ceux qui quittent par exemple de Dubreka jusqu'ici, de Somfonia jusqu'ici. Donc on ne peut pas dire que les bus-là sont fonctionnels, c'est de Gamal à T5. On ne peut pas accepter. Il faut forcément qu'ils se conforment à ce qu'ils ont dit sur la télévision. On fera le trajet ensemble de Gamal jusqu'à la cité Anko 5. Ces bus permettront de faciliter la mobilité des étudiants, surtout minimiser le coût du transport. Les étudiants parlent d'autres avantages. Vraiment, c'est une bonne chose. Parce qu'avant, j'ai payé 9 000 pour venir ici dans un taxi. Et ce n'est pas facile avec les embouteillages. Bon, du coup, on gagne des bus et on nous dit de payer 3 500 par tronçon. C'est vraiment abordable. Au total, ce sont 25 bus qui sont mis en circulation. 11 pour Conakry, 13 pour l'intérieur du pays. Mais pour ce lundi, ce sont juste les bus de Conakry qui ont commencé le transport. Éducation toujours, la direction communale de l'éducation de Matoto a procédé à la distribution de plusieurs manuels scolaires aux écoles publiques et privées de la dite commune. Ce matin, plusieurs établissements scolaires privés ont reçu chacun un lot de manuels, une manière selon la DCE d'améliorer les conditions d'études des élèves. Pendant ce temps, ces livres dont la vente est interdite se retrouvent dans les différents marchés. Des mesures sont prises par la DCE dans ce sens pour limiter le trafic. Des explications avec André Mossier Milimono et Aliouba. Ce sont des milliers de manuels scolaires qu'ont reçus ces responsables d'école ce matin. Cette initiative vise à améliorer la qualité de l'enseignement préuniversitaire dans le pays. Quand un élève a un document, un livre, un manuel scolaire, ça va considérablement participer à sa formation, non seulement, mais aussi faire en sorte que les parents n'achètent pas les livres. Ces livres octroyés par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire sont entièrement gratuits et interdits à la vente. Ils sont cependant vendus comme de petits pains dans les différents marchés. Pour lutter contre ce trafic, le DCE de Matoto a pris de nouvelles mesures. Nous avons pris le soin de cacheter d'abord tous ces manuels scolaires avec le cachet spécial DCE. Et nous avons demandé aux écoles qui reçoivent ces livres-là aussi à leur tour de les cacheter. Comme ça, on pourra facilement repérer le livre dans le marché, savoir sa provenance. Celui qui l'a vendu, on saura. Pour vérifier l'effectivité de ce trafic, nous nous rendons dans un marché de la place. Comme on pouvait s'y attendre, nous trouvons effectivement ces livres en quantité importante avec cette vendeuse de livres. Pour la faire parler, nous achetons un livre.
Nous savons bien que c'est interdit de vendre ces livres, mais ce n'est pas de notre faute aussi, puisque nous achetons à Madina. Les chefs d'établissement se sont, eux, engagés à lutter contre la vente de ces livres. Les enseignants se sont engagés à restituer les manuels en bon état. Il n'y a jamais eu un livre de la part de l'école Ousmani qui s'est retrouvé au marché. À moins que ça soit quelqu'un qui vienne me le voler et aller le déposer au marché. Et ça aussi, j'ai toujours mené des enquêtes pour suivre les intéressés. Pour y arriver, des enquêteurs seront déployés dans les marchés et des sanctions seront prises contre les établissements qui auront leur cachet sur ces livres en vente. L'école primaire de Wondima de la commune urbaine de Kindia est-elle abandonnée? En tout cas, c'est cette question que notre correspondant régional Aboubakar Kevin Silla a tenté de poser ce lundi matin à la première responsable de l'école. Une partie de l'établissement décoiffée par une tornade, des murs fissurés, des tables bancs à lambeaux, des sols crévassés. Voici l'image que présente aujourd'hui cet établissement en plein centre-ville de Kindia. Suivez. Avec cette image du premier bloc de l'établissement, le visiteur peut immédiatement applaudir. Mais attention, derrière cet aspect esthétique de l'école se cache une autre réalité qui met le même visiteur mal à l'aise. Cette partie de l'école n'est pas aujourd'hui utilisable car l'endroit a été décoiffé il y a de cela 3 ans par un vent violent. Face à cette situation préoccupante, les responsables de l'école ne savent plus à quel sein se vouer. Je suis dans une situation critique par rapport à mon école. Ça fait la 3e année comme ça depuis que l'école a été décoiffée par une tornade. Ça m'inquiète beaucoup. À quelques mètres de cette salle de classe, une autre remplie d'écoliers s'y trouve. Mais à l'intérieur de cette dernière, nous constatons quelques signes de vieillissement de l'école. Car au niveau des murs de cette salle, quelques fissures sont visibles. Une autre inquiétude de plus pour les responsables. Déjà, vous avez vu les 4 murs, surtout de ma classe, qui constituent le terminus du bâtiment, complètement fissuré. Le sol crevassé. Regardez. Tout est avec les enfants qui doivent se présenter à l'examen des majeurs. Même si c'est les élèves de la première année, c'est inquiétant, c'est risquant. À l'école primaire de Wondima, des difficultés sont légion. Dans les salles de classe juste derrière les écoliers, quelques tables bancs non récupérables sont éparpillées. Conséquence, les écoliers sont assis 3 par table pour suivre les cours. Dans les classes, il n'y a même pas de tables bancs. Ils sont très serrés, ils sont assis 4 par table ou 5. Donc ça nous fatigue beaucoup. Pour réhabiliter cette partie de l'établissement décoiffée par une tornade, la directrice avait envisagé une mesure qui n'a pas fait l'objet de l'unanimité. Car la démarche visait à faire payer une brique par élève pour reconstruire cette salle. Ils avaient envisagé ça, mais ça n'a pas marché. Faire payer à un enfant, à chaque élève, une brique pour réparer. À l'endroit des autorités éducatives, une invite est donc faite par les responsables de l'établissement pour leur venir au secours. D'une préfecture à une autre, Zéro Corée s'illumine grâce au projet d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. C'est un vent nouveau pour les populations car cette électrification va désormais changer leur façon de vivre, mais leur façon de faire. Il y a par exemple des petites et moyennes entreprises qui ont commencé à revoir leur fonctionnement pour être beaucoup plus performantes. Le reportage de notre correspondant Moïse Bitien-Lama. Zérékoré, la capitale de la Guinée forestière, était jusqu'ici l'une de ces villes guinéennes sévrées de l'électricité. Mais la ville, depuis une semaine, a rompu avec l'obscurité. Les ménages ont désormais l'électricité 24 heures sur 24. Une nouvelle ère qui commence déjà à faire changer les habitudes dans cette chronique. Je rencontre assez de difficultés parce que, imaginez, je paye 25 000 francs jour. Voilà, le mois, moins les dimanches, ça me coûtait pratiquement 675 000 à 700 000 francs le mois. Depuis l'arrivée du courant de l'interconnexion, je me frotte les mains. Ça a changé beaucoup de choses au sein de notre structure hospitalière. Parce que nous avons des équipements biomédicaux. Nous avons des services de soins intensifs en néonatologie, des services de soins intensifs adultes. Il y a ces appareils qui sont installés dans ces différents services. Sans le courant, on va perdre beaucoup de patients. L'électricité a de quoi de novateur dans ces salons de coiffure ou encore ces lieux de loisirs. Rien ne sera plus comme avant.
Avec le courant du quartier, les ventilos ne tournaient pas bien, il faut le reconnaître, mais avec EDC, vraiment, nous sommes à merveille et les clients sont à l'aise. Le ventilo tourne non seulement bien et la tension est très bonne, mais les appareils se chargent aussi vite et voilà, le travail est impeccable. Tu vois même, les clients qui sont là, au moins, les boissons sont bien glacées. Là, ça, c'est au moins le nom du lieu. Ça, c'est une satisfaction quand même pour moi. À peine arrivé, ce courant électrique a enregistré sa première victime. Les citoyens ne sont pas suffisamment sensibilisés sur les attitudes à adopter. La direction locale de l'électricité de Guinée s'est donné le devoir de prodiguer ses conseils. Nous avions constaté vers Bangana, par exemple, il y a des bâtiments qui n'ont même pas d'interrupteur. Il faut que les clients cherchent des gens qualifiés pour faire leur branchement et même s'ils veulent, parce qu'il faut qu'ils comprennent, ils ont des récepteurs. Ils veulent quitter, aller quelque part et non qu'à essayer de débrancher, n'est-ce pas, les équipements. Il ne faut pas qu'ils mettent les équipements en marche cependant qu'ils ne sont pas là. La journée, ils doivent pouvoir éteindre les ampoules. Zérekouré est une ville à potentiel agricole considérable, mais pas seulement. Cette électrification a de quoi favoriser le lendemain meilleur pour ses plus d'1 million d'habitants. La santé des enfants, une autre préoccupation des autorités sanitaires et les partenaires du système des Nations Unies. C'est dans ce cadre que la direction communale de Matoto multiplie ses actions pour identifier ces enfants souffrant de la méningite, la poliomyélite et la rougeole afin de leur offrir gratuitement les remèdes et protéger les autres ainsi que les femmes enceintes. Le reportage d'Ali Badara Kamara et Mohamed Kapelosila. Voici l'un des centres de santé de Matoto. Ces enfants, accompagnés de leurs parents, souffrent de la rougeole, de la méningite ou encore de la poliomyélite. Daouda Keita, âgé de 6 ans, est suspecté de la poliomyélite dans son stade avancé, dont l'impact serait à l'origine de sa paralysie. Actuellement, il ne mange pas. Il ne peut ni se lever ni s'asseoir de lui-même. Dans le même centre de santé, les cas de rougeole sont très fréquents. Cette fillette, avec un air déprimé, est atteinte de la rougeole depuis 5 jours. Ça, c'est dû au manque du respect du calendrier vaccinal des mères. La rougeole est donnée au 9e mois. Donc les mamans, quand ils font leur vaccination jusqu'à 4 fois, la 5e fois ou bien la 6e fois qui est la rougeole, elles ne viennent pas. Ce sont les conséquences du non-respect du calendrier vaccinal. Certaines femmes enceintes semblent être bien informées. Je prends le vaccin pour éviter toute complication pendant l'accouchement et protéger l'enfant contre les maladies. Dans les maternités, les expériences démontrent que la plupart des enfants qui rencontrent des problèmes sanitaires n'ont pas bénéficié de doses normales du vaccin, une situation qui occasionne plus de 15 maladies chez les tout-petits. Pour prendre le devant, la direction communale de la santé de Matoto a impliqué les 38 conseillers et outillé les agents du programme élargi de la vaccination. Le film Vivre pour t'aimer a remporté 2 prix au Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Ce festival s'est déroulé à Montréal, au Canada, du 26 mars au 1er avril en version numérique et du 1er au 10 avril 2022 en salle. Il projette chaque année plus de 100 films portant sur l'Afrique, les pays créoles et leur diaspora. Notre rédaction a contacté la réalisatrice du film. Voici le reportage de Fatoumata Bintabari. Vivre pour t'aimer, une comédie dramatique de 114 minutes. Elle est sortie le 1er janvier 2021 et aujourd'hui, elle rafle 2 prix au 38e Festival international de cinéma Vue d'Afrique à Montréal. Nous avons reçu le prix mention spéciale fiction long métrage pour le film et nous avons reçu le prix mention spéciale meilleure actrice pour
l'actrice principale du film. Les acteurs principaux, Cheikh Omar Keïta et Fatoumata Kandé, qui est en même temps la réalisatrice du film, ont relaté des faits africains. Ils ont choisi de faire la différence dans la réalisation de ce bijou. Une différence qui fait d'ailleurs la particularité du film. Pour prendre soin de quelqu'un qui a besoin d'aide. Nous avons des thématiques que nous développons dans le film, comme par exemple, comment on appelle ça, comment on peut traiter les personnes qui sont invalides, qui sont handicapées, mais aussi quels sont les différents ressentiments que ces personnes-là ont et comment est-ce que nous pouvons impacter la vie de ces personnes-là. Une production qui pourtant n'a pas été facile pour la réalisatrice. Mais l'audience du film et les prix qu'elle a reçus l'a réconfortée à plus d'un titre. Personne n'a le besoin comme toi, il y en a plein. Nous-mêmes, nous avons été surpris de voir un peu comment est-ce que les gens ont apprécié le film, comment est-ce qu'ils l'ont reçu. Nous étions très contents. Le Festival international de cinéma Vue d'Afrique est le plus important festival en son genre hors du continent, projetant chaque année plus de 100 films portant sur l'Afrique, les pays créoles et leur diaspora. Le journal se poursuit à présent, notre angle. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec la solidarité et l'entente? Beaucoup de choses. Et pour vous le prouver, nous vous envoyons à Gadabundouol, dans la sous-préfecture de Broual-Tapé, préfecture de Pita. Là-bas, les habitants se donnent les mains. Ils ont construit un poste de santé, réhabilité des routes. Ils ont aussi creusé des forages. Aujourd'hui, toute leur préoccupation est comment trouver de l'électricité. Mamadou Saliouba, Aliouba. À 340 km de Conakry, le district de Gadabundouol, dans la sous-préfecture de Broual-Tapé, à 9 km du centre-ville de Pita. Ici, difficile d'imaginer que nous sommes dans un district. Les habitants du village, constitués en association, ont transformé peu à peu leur localité. Elhadji Mamadou Riba est un natif du village. Résident à Conakry, il fait partie d'une association qui est en train aujourd'hui de financer la construction d'une mosquée dans le village. C'était une natte en gravier qui était là. C'est Elhadji Mamadou Boboba qui nous a initié d'agrandir le plan comme ça et grandir comme ça. Et on a fait le financement nous-mêmes, les enfants d'ici, l'association des ressortissants de ce village, y compris les vieux, qui ont financé cette mosquée jusqu'à ce niveau. La première mosquée, construite vers 1720, a été fondée par des grands érudits comme Karamoko Alpha Molabé, Alpha Abdourahmane Koïn, Kerno Samba Mombeya et Arafan Kaba. Vieilles et petites, les sages du village et leurs fils se sont alors mobilisés. Chaque mois, chaque ressortissant de ce village doit donner 10 000 francs à l'association. C'est cet argent qu'on a mobilisé, plus qu'il y a des taxes qu'on impose. Si quelqu'un qui n'est pas de l'association, qui a une cérémonie en cours, il nous paye un montant de 400 000 francs guinéens. Quand on a un travail en cours, on demande un montant aussi, bitagatin. Chacun donne ce qu'il peut. Ce qu'il peut, c'est ce qui nous a permis surtout de faire ça là. C'est comme ça qu'on a gagné l'argent. Et on a des gens aussi, des parents aussi qui sont à l'Occident. Récemment ici, ils nous ont apporté des soutiens. Et on a des frères aussi qui sont vers la Sierra Leone, qui nous ont apporté des soutiens, mais ils sont tous natifs de ce village. Avec leurs cotisations, les habitants et ressortissants de Gadabundouol prévoient de lotir leur village. Au centre du district, l'association a déjà retroussé ses manches. Ici encore, chaque habitant participe au développement local. Ainsi, devant chaque bâtiment se trouve un robinet. L'eau ne vient pas des installations de la SEG, mais d'un forage financé par les fils du village. Ce sont nos familles qui se sont mobilisées. Chacun a donné de l'argent. Ensuite, on a réalisé le fourrage. Au début, ça n'a pas été facile. Mais depuis l'année dernière, l'eau ne manque plus. Avant, les habitants du village buvaient l'eau de marigot, comme beaucoup de localités dans le pays. Grâce à la solidarité et à l'entente, ils ont tourné cette page.
Aujourd'hui, leur forage est alimenté par l'énergie solaire à partir de ce bâtiment. Dès que je me réveille, je mets en marche les panneaux que je coupe le soir, au coucher du soleil. À Gadabundouol, les habitants ne veulent pas tout attendre de l'État. À quelques kilomètres du district, le village de Fulayabe. Ici encore, les habitants se sont donné les mains. Ils ont monté un projet agricole pour creuser ce forage. On a un petit champ de gingembre où les villageois se regroupaient pour cultiver et on attendait la bonne saison pour pouvoir revendre afin de trouver le carburant pour pouvoir alimenter le groupe. Aujourd'hui, avec leur association, ils se sont tournés vers l'énergie solaire. Maintenant, on a une pompe panneau solaire avec laquelle on travaille. Mais sérieusement, ce n'est pas facile. Nous voulons l'aide de l'État pour qu'on puisse avoir de l'électricité. De l'électricité, voilà aujourd'hui ce qui manque de plus aux habitants. Et même pour cette denrée, ils ont un projet. Ici, des câbles électriques achetés par un habitant du village depuis 2014. Un autre fruit de la solidarité, mais là, les moyens se sont épuisés. Nous demandons SOS maintenant à EDG, à tous les responsables d'EDG, y compris l'État, de nous aider à avoir juste maintenant les poteaux et la main-d'œuvre, puisque ça relève d'eux. La main-d'œuvre, nous, on ne peut pas faire la main-d'œuvre, mais on est prêt à participer au financement de tout ce qu'on peut faire, que ce soit travailler avec la main ou bien préfinancer tout ce qu'on peut avec l'État. Mais nous souhaitons que, on a cherché ce projet depuis des années, près de 12 ans maintenant, nous sommes derrière ça. On souhaiterait que l'implication de toutes les personnes ressources pour qu'on puisse avoir le courant dans le district de Gadabundouol. S'ils tiennent à l'électricité, c'est aussi pour lutter contre l'exode rural, ouvrir des ateliers de chaudronnerie et développer des projets agricoles, car dans le village, comme ici à Kielire, les habitants ont suffisamment d'arbres fruitiers et des ressortissants capables de mettre en place des petites et moyennes entreprises. Il y a des manguiers, il y a des avocatiers, il y a des orangiers, il y a des papayes. Tout ça là, ça est ici. Si, grâce à Dieu, la bonne volonté du gouvernement, on arrive à en avoir le courant ici, je crois que toutes les choses là ne vont pas pourrir ici. On peut faire des démarches pour en avoir des entrepreneurs ou des entreprises d'ici là pour transformer les choses là. Les habitants du district demandent un transformateur de 30 kV et 45 poteaux pour l'acheminement des câbles électriques. Ils pourront se brancher à cette haute tension qui se trouve à seulement 3,5 km du village. Aujourd'hui, la situation du district est presque comme une sous-préfecture. Si la situation d'électrification est là, on peut donner une recette à EDG. Puisque je pense que cette situation-là qu'ils ont peur, ce n'est pas un hameau, c'est un district bien conçu, qui est composé de 4 secteurs. Tout le combat que nous menons, c'est pour ne pas que nos enfants vivent de la même manière que nos arrière-parents. Nous avons les câbles. Les câbles sont là pour tirer le courant. Ce qui nous manque, ce sont les poteaux. Avec leur association, les habitants de Gadabundouol ont construit ce poste de santé. Cette route, ils ont aussi trouvé de l'eau dans le village. Ils estiment qu'avec une population de plus de 1700 habitants, il est temps que l'État les aide à avoir de l'électricité dans leur district. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Antoinette Dédé Onivogui grâce à l'assistance technique de Lamine Sidibé et Yahouba Kamara. Merci de votre fidélité au programme d'Espace TV. Bonne et fructueuse semaine à tous. Au revoir et portez-vous bien.